Bonjour, bienvenue sur les ondes positives, le podcast de Brainway. Nous recevons aujourd'hui Elisabeth Fabre, autrice du livre Tout tombe. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation, Elisabeth. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous te présenter un petit peu déjà? Qui es-tu? Hem, je suis Elisabeth. J'ai été très longtemps professeure, Ouais. d'allemand et en ce moment, j'ai écrit ce livre à la faveur d'un arrêt. Mhm. J'ai besoin de changer, voilà. Je vais pas m'étendre trop là-dessus et je suis aussi mère de famille. J'ai 4 enfants D'accord. qui ont plein d'amis et donc voilà. Une vie sociale riche, en somme. Oui. Donc, tu étais professeur d'allemand et donc tu as édité le livre qui s'appelle Tout tombe. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où est né ce livre? Mmh. Quelle est la genèse ou qu'est-ce qui a impulsé le fait que tu édites ce livre? Alors, c'était, l'épilepsie, c'est une histoire de famille. Oui. Hem, on est, dans ma fratrie, on était, tr 4 enfants et sur ces 4 enfants, des mêmes parents, 3 d'entre nous ont fait de l'épilepsie sous des formes différentes, à des âges différents, avec, aussi un impact différent, une gravité quoi, différente. Mhm. Hem Mon frère Thomas, à qui c'est arrivé en dernier, qui habite en Bretagne, qui est en train de changer de traitement, qui voilà, un long parcours avec ça, et qui va pas trop mal, sans que ce soit facile non plus. Moi qui ai fait de l'épilepsie quand j'étais petite, Mhm. heu, Quel type d'épilepsie? des absences, des hallucinations, D'accord. et dans une période, brève. Voilà, j'ai bien répondu au traitement, ça c'est derrière moi depuis, extrêmement longtemps. Soulagé Heu, par rapport à ça, pour toi. oui, la chanceuse en fait de ce trio-là et mon frère Bruno qui a commencé à faire des crises d'épilepsie vers, 15 ans Mhm. et nocturnes, convulsives et qui est mort d'une probable, SUDEP Ouais. à 38 ans. D'accord. Et il avait été Pourtant, stabilisé avant de faire une SUDEP ou c'est arrivé? l'histoire de Bruno, c'est une histoire, pratiquement irracontable, donc je vais y venir, tellement, ça a été compliqué, plein de C'est rebondissements, plein d'errances et beaucoup aussi sa part de combat, en fait, contre les médecins, rapport très compliqué avec la médecine, les médecins, les donc médicaments. ça vient de loin. Voilà, Donc Tout tombe, le livre, ça vient de très loin. ça vient de très loin et Et le pourtant déminateur, ce serait peut-être le départ de ton frère? C'est ça qui t'a donné envie de partager? et bah, bizarrement, tout ça n'a pas suffi du tout à me donner l'idée d'écrire un livre. D'accord. Bruno, 1 ou 2 ans avant de mourir, m'avait dit, on n'avait plus nos parents et je passais plus de temps Ouais. avec lui, et il m'avait dit, qu'il aurait envie que j'écrive son histoire. Il me demandait de venir chez le médecin pour passer parce qu'il avait peur de s'énerver, donc il était content qu'on soit tous les 2 pour que moi je puisse parler un peu plus calmement et il avait pris goût au fait que je puisse parler de lui ou D'accord. redire calmement ce que lui m'avait dit dans l'intimité et quand il est mort, ça m'a paru complètement, impossible d'écrire sa vie sans lui Ouais. et ça m'a et voilà et surtout, ça m'a plongée dans un tel trouble que j'avais plutôt, à la fois plein de questions sur lesquelles j'ai continué à chercher, mais je me sentais certainement pas d'écrire. C'était plutôt une boîte à cauchemars qu'il fallait refermer. Parce que c'est justement un départ par une SUDEP. Parce que ce moment-là, enfin, Oui. ce type de départ en épilepsie, c'est celles qui sont les plus violentes, puisqu'elles ne sont pas attendues. Et comme le mot l'explique, hein, de toute façon. Complètement traumatisant. Voilà. Et Et donc, qu'est-ce qui a fait basculer le fait de faire Tout tombe? Parce que donc, du coup, et Tout tombe ben n'est pas l'histoire de ton frère. non, tout tombe n'est pas l'histoire de mon frère. À cause de cette mort de Bruno, on a été en lien avec le RSME, le réseau Sentinelle Mortalité Oui. Épilepsie et entre sa mort et l'année dernière où j'ai écrit le livre, j'ai dû, participer à peut-être 2 ou 3, réunions de familles endeuillées et c'est la dernière, de ces réunions, donc c'était juin 2024, je crois et pendant cette réunion-là, pour la première fois,
eu un peu des questions pratiques, un peu la question de pas seulement partager nos histoires très douloureuses, ce qui est déjà bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mmh. Et devant cette question-là, je me suis dit, parce que pour moi, beaucoup de temps avait passé par rapport aux autres gens Ouais. autour de la table, et puis que c'était mon frère et pas mon enfant, et je pense que c'est on va faire des combats des compétitions de douleur, mais je pense que c'est quand même très différent. Et je me suis dit: «Mais» j'ai dit comme ça, je sais pas, mais moi, ce que je sais faire, c'est, dessiner un petit peu et écrire, certainement ça, je sais le faire. Et voilà, et en rentrant chez moi après cette réunion-là, je me suis dit: «Voilà, mais ça me frappe tellement que cette absence de récit, Oui. c'était vraiment le point commun à toutes nos histoires, cette, impression d'avoir été complètement seul, alors qu'on était plein autour de la table et que je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'autres». C'est malheureusement en fait le cas de beaucoup de proches, hein, de parents ou de fratries, hein, quand ils ont perdu, un membre, lié à l'épilepsie et particulièrement au niveau du FIDEP, c'est l'isolement, chacun se referme, mais le RSME est super utile en fait pour pouvoir rassembler les gens et verbaliser en fait les situations. C'est ça l'intérêt de toute Oui. façon. Et je me suis vraiment, cette fois-là, dit: «J'en j'en peux plus de ce silence, en fait, ça m'est égal qu'on n'ait pas les réponses, mais ce silence, il nous étouffe», et voilà, il y a vraiment besoin de parler. Et voilà, et je me suis posé vraiment deux trois questions, fortes qui m'ont accompagnée tout le temps de l'écriture du livre. Voilà, comment on fait pour, je voyais bien que nous, on se rendait le service d'écouter, Ouais. mutuellement, mais je me disais aussi: «Mais enfin, personne n'aurait envie de lire, ce qu'on se raconte là, c'est trop dur, ça fait fuir». Et puis, donc ça, c'était vraiment une réflexion sur comment on peut dire les choses dures, mais peut-être pas toute seule, parce que mon expérience familiale, c'était que, ben, mon frère, il en est mort, et puis moi, j'ai été, impactée par cette maladie pendant un temps, assez bref et de manière pas très grave, et l'épilepsie, ça va de ça à ça, de pas du tout grave Mais à mortel, il et y a j'avais aussi envie peut-être dans qu'on ton entende cas cette diversité. tu vas me dire si je me trompe, il y a aussi dans ton cas peut-être et moi je l'ai vu dans pas mal de gens, c'est le fait que en étant, ayant toi-même souffert de l'épilepsie, ayant encore un autre frère qui souffre d'épilepsie, il y a un peu cette épée de Damoclès aussi autour de soi, non? Il y a pas Hem, J'en ai plus peur pour moi. ouais, Je continue, ça marque énormément ma vie, ça a marqué et ça marquera pour toujours énormément ma vie de m'être, inquiétée pour mes frères. Et pour mon frère qui est encore vivant, oui, c'est permanent, en fait. J'ai eu peur à chacun de mes enfants, j'ai eu 4 enfants, et à chacun de mes enfants, j'ai eu peur que ça les attrape. Hem, je pour crois que c'est tout je parlais des frères, des sœurs et des parents, c'est toutes les angoisses aujourd'hui autour mmh, d'un patient épileptique, c'est-à-dire que qui dans son entourage, que ce soit son conjoint et cetera, mais c'est, cette mort subite, en fait, elle existe et c'est vrai, que en parler, le verbaliser, bah, c'est important, en fait. On se oui, rend compte que c'est important, c'est utile. c'est important, et pour moi, c'était aussi très important d'à la fois ça, le faire vraiment, et d'à la fois, raconter aussi toutes sortes d'histoires moins graves, parce que j'ai l'impression que ça aide beaucoup de pouvoir se dire: «Ben, heu» pas se caser dans une échelle de gravité, mais comprendre qu'en fait, chacune de ces histoires, qu'elles contiennent un risque de mort ou moins ou plus, elle est pleine d'autres choses, et que les gens sont des gens, ils sont pas juste des gens qui vont peut-être mourir, ils sont plein d'autres choses, comme voilà, comme on le voit quand on les Ce qui les rencontre, personnalise et ça, c'est ce qui m'importait le plus. et donc en fait, ton livre est avant tout un recueil de des témoignages que tu as été Oui. chercher, piocher. Comment as-tu réussi à trouver, les participants et comment tu as réussi à les convaincre? Alors, j'ai commencé par moi-même, charité bien ordonnée, Ouais. et surtout parce que je voulais, voilà, je me suis dit: «Oh, bah, je ne vais pas pouvoir passer sous silence ce que ça me concerne, et je vais pas non plus pouvoir mettre de côté l'histoire de mon frère, Ouais. et je veux pas en faire un livre entier, et donc je vais commencer par ça parce que,
quand j'aurai donné sa place à cette chose-là, elle viendra plus me parasiter à chaque rencontre, ce sera Ouais, dit et ça a sa place. Hem Et en faisant ça, j'ai commencé à me rendre compte, que, hem, beh, oui, que j'étais peut-être pas seulement, la chanceuse, que à moi aussi ça avait laissé, voilà, des dans traces. ma vie quand même des sacrées traces et donc je me suis dit que j'allais aussi avancer moi-même en écoutant les autres et ça a pas j'ai commencé près de moi en fait, mon voisin, le fils de mes voisins, puis, je me suis souvenue d'une jeune fille qui était à l'orchestre avec moi, au conservatoire et comme ça. Puis je me suis dit: «Oh, j'ai envie de parler à notre» Celle qui faisait du violon? celle qui faisait du violon, à notre professeur commun aussi, que pas du tout épileptique, mais parce que j'avais beaucoup admiré la manière dont il s'y prenait avec elle Ouais. et que je trouvais ça aussi très intéressant d'entendre, ben, les gens autour. Hem, Mon frère Thomas n'a pas témoigné directement, mais je savais que son ex-épouse avait beaucoup de choses à dire. Et donc au départ, voilà, je suis allée comme ça un peu par cercle, de plus en plus Plus large. éloignée, jusqu'à ce qu'il me manque, des témoignages et enfin dire: «Il me manque des témoignages», ça s'est arrivé relativement tard, mais à un moment où j'avais déjà rencontré plein de gens et plein aussi complètement par hasard. Parce que dès qu'on dit: «Ah, tu fais quoi en ce moment?» «Beh, j'écris sur, l'épilepsie». «Ah, mais tu sais, Ouais. voilà, De ma toute façon, cousine, mon oh, dès je voudrais que tu aies qu'on rencontré quelqu'un». on se rend compte dans la vie que dès qu'on commence à utiliser le mot épilepsie et qu'on est dans un esprit constructif autour de cette maladie, très rapidement, il y a des gens qui disent: «Ah Mmh. oui, je connais» ou alors: «Moi, tu sais, mon frère, ma sœur, mon père, ma mère», enfin, les langues se délient très, très vite et les Même gens ont envie de verbaliser, en fait. même des gens très proches qui ne m'en avaient jamais rien Et dit. ouais, c'est souvent le cas, hein, dans les familles, C'est on le incroyable. découvre très tard et de toute façon, tu dis qu'il y avait encore des témoignages, mais en fait, Ah beh, le concept lui-même de ton livre, permet d'imaginer qu'il peut y avoir la suite. Il il peut y avoir d'autres des témoignages et pourrait d'autres y avoir constructions. 10 tomes, je pense. Et donc on n'est pas seulement, sur des témoignages autour des SUDEP et autour du décès de l'épilepsie, mais c'est vraiment des témoignages Ah non, pas autour du tout. de l'épilepsie en Ah oui, c'est général, voilà. vraiment voilà, Et il y le a des vécu, le et comment tu as réussi à convaincre les gens que tu allais les heu, retranscrire, dans un livre? aucun effort à faire. Aucun effort à faire, tellement, les gens, ont besoin aussi d'en parler. Mmh. Après je suppose qu'ils pouvaient le faire, en parce qu'ils avaient confiance, donc j'ai pris le temps de rencontrer les gens quand même. Hem, voilà et surtout de dire Heu, que 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 je toucherais pas à leurs paroles, en Oui, fait, hein, que j'allais laisser complètement brutes telles qu'ils me l'avaient livré. Moi, j'ai enregistré les gens et puis je suis rentrée chez moi et j'ai peut-être enlevé juste, un bafouillement oui, oui, et voilà. encore, j'en ai laissé, ça se discute, mais moi, c'est le parti que j'ai pris et donc je pouvais leur montrer ensuite et leur dire: «Est-ce que ça te va? Voilà, est-ce que tu te reconnais dans ce que tu Mmh. as dit toi-même?» Et voilà et donc c'est arrivé d'ailleurs, très peu, mais une fois qu'on me disait: «Ah oui, mais là, enlève ce nom ou corrige telle chose». Je voulais pas enfin, j'ai dit ça, mais Et c'était par pas rapport à tout à ton fait ça. vécu, est-ce que, de recueillir ces témoignages, de construire ce livre, c'est quelque chose qui t'a aidé, toi aussi, à avancer par rapport à la maladie, par rapport à ton vécu? Eh ben, je suis très contente que tu poses cette question parce que ça m'a, pendant pas mal de semaines, comme il se trouve que j'étais aussi en arrêt Mmh. et donc quand je disais ce que je faisais, il y avait pas mal de gens autour de moi qui me disaient: «Ah ça doit te faire du bien, ah c'est de l'écriture thérapeutique alors?» et ça m'agaçait en fait parce Je que connais l'expression, je oui. ben, moi en fait je rencontrais des gens, ça me passionnait et je mettais aussi beaucoup de, comment dire? De ce que je sais ou ce que je cherche, Bien sûr. soigneusement là-dedans et donc j'avais pas du tout l'impression d'écrire pour moi, pour me faire du bien, hem et mais donc ça m'énervait un peu quand on me disait ça. Mais, vers la fin du livre et surtout quand il a été vraiment terminé, là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais complètement sous-estimé cette dimension et je me suis Exactement. rendu compte à quel point, ça m'avait, transformée en fait d'écouter les autres, de laisser résonner, voilà, parce que je m'exprime aussi entre les histoires. Mmh. Je pourrais peut-être expliquer un peu mieux cette démarche-là, mais, hem, oui, j'aimerais bien je peux Oui, beh, expliquer c'est ça? vas-y. J'aimerais bien. En fait, je voulais à la fois, avoir la parole des autres et vraiment sans interruption, sans, voilà, sans reformulation, toute crue. Mais, hem
Mais j'avais aussi je me pose plein de questions philosophiques aussi voilà, sur l'empathie, sur comment mettre le lecteur dans la position où moi j'étais, Ouais. d'entendre des choses intéressantes et vraiment de les écouter, de les recevoir. Et finalement, je trouve ça compliqué, cette position d'empathie, parce qu'on peut aussi être à côté de la plaque, Oui. parce qu'on s'imagine qu'on arrive à se mettre à la place de l'autre, mais pas du tout. Moi, j'ai jamais compulsé, par exemple, Ouais, et je donc pense je qu'on peux peut dire, pas. On peut pas se mettre à la place d'un autre, hein, de toute et façon. je me disais: «Est-ce que c'est pas plus intéressant, l'option que j'ai fini par prendre, de, de plutôt se rencontrer, plutôt que d'essayer de me mettre à la place de l'autre, Mhm. de vraiment faire quelque chose qui permette qu'à chaque fois, je me lie, on se lie?» Et c'est plus un travail sur la résonance, et c'est aussi pour ça que j'ai dessiné, mais j'en parlerai peut-être plus tard. Sur J'allais y venir tout à l'heure. qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand j'écoute l'autre? Il y a des moments du témoignage où ça, voilà, où ça vibre, très fort pour moi, d'autres moments où c'est extraterrestre, et je trouve Bah, ça en fait, ça passionnant, rejoint la question que je me et posais. voilà, C'est, allier les 2. tu as eu des moments beaucoup plus difficiles que d'autres dans les échanges que tu peux avoir, avec certainement des situations plus lourdes et d'autres moins pesantes. Mais globalement, de toute façon, même si c'est une maladie pesante, quelle que soit la situation, mais il y a eu des moments un peu plus lourds que d'autres, non? Oui, mais en même temps, c'est très bizarre, c'est qu'à chaque fois, en travaillant comme ça avec cette résonance, en fait, à chaque fois, ça a été quand même une expérience surtout joyeuse. Ouais. Même si on raconte des choses horribles, c'est parce que c'est recouvert par ce lien et par de la tendresse. J'ai vraiment fait un travail de tendresse. Ça fait peut-être un peu cucu de le dire comme ça, mais Non, mais c'est dans alors c'est pas du tout. c'est le sous-titre du livre, C'est ce que il je faudrait retrouve que ça moi depuis une petite et dizaine d'années dans tout ce qui gravite autour de l'épilepsie, hein, que ce soit associatif ou professionnel. Mais souvent les gens parlent d'empathie ou etc. Moi, je pense qu'il y a plutôt une tendresse globale, même si ça peut être galvaudé, mais de dire les gens sont à l'écoute parce que on a des vécus qui sont sensiblement les mêmes, Mmh. avec des épilepsies différentes et des degrés différents, mais on sait que la crainte et les craintes par rapport à la maladie sont les mêmes. Les ressentiments sur une crise d'épilepsie qu'ont les tiers, c'est-à-dire les proches autour, sont quasiment les mêmes, que ce soit une absence ou une crise convulsive. La peur, c'est de voir notre proche Mmh. disparaître. Donc, globalement, on se retrouve avec des situations quand même qui sont très proches l'une de l'autre. Elles ne sont pas comparables, mais il y a des similitudes et il y a des dénominateurs communs. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est quand même ça qui relie les gens, en fait. C'est pas le mot de la maladie, mais c'est la maladie en général. Oui, et puis j'ai jamais demandé aux gens de me parler uniquement de leur. En fait, je voulais pas. J'ai pas préparé des questions. Ouais. J'ai toujours rencontré les gens en leur disant, voilà, là, qu'est-ce que toi tu aimerais le plus que qu'on comprenne en Mhm. lisant ton histoire? Et les gens ont parfois parlé de tas de choses qui n'ont rien à voir ou pas grand-chose à voir, parce que c'est eux et c'est exactement ce que moi je voulais qu'on comprenne. C'est aussi pour ça que c'est l'argument majeur pour moi, c'est parce qu'on est des humains, en fait, et c'est ce que je voudrais avec ce livre, moi, c'est que des gens qui n'ont rien à voir avec l'épilepsie s'y intéressent, exactement comme moi, je me rappelle avoir découvert les bouquins de grands-pères de la neurologie, Oui. Oliver Sacks, voilà, qui parlait de Parkinson ou de patients, ou de l'histoire, de la langue des signes, et je connais pas une seule personne, sourde, Ouais. et pourtant j'ai lu, ces centaines de pages avec une énorme fascination parce que c'était comme voyager, en fait, et me rendre compte des expériences Ouais. humaines qui étaient hyper éloignées de la mienne, mais oui, bah, comme dit Charlemagne, une deuxième langue, une deuxième âme, et il y a des choses à dire. Voilà, c'est hyper précieux ce qu'apprennent de la vie les gens, ce que savent du monde, et de notre société aussi, les gens qui ont une maladie à surmonter ou avec laquelle ils doivent s'arranger. Et qu'est-ce que tu as découvert un peu sur toi, en fait, en construisant tout ça? Je sais que c'est pas une question facile. Non, mais j'ai découvert que j'étais plus, marquée que je ne croyais par ma propre épilepsie, et parce que c'était très clair pour moi que j'étais très marquée par les épilepsies de mes frères, mais la mienne était un peu passée, à l'as, Elle était passée sous le tapis, en fait. et j'ai donc en écoutant ces résonances, comme je disais là, parfois, j'ai été très
très surprise de grosses émotions, Ouais. qui surgissaient de manière pas du tout où je les attendais et qui sans doute, se référaient peut-être plutôt à ce que j'ai pu vivre sans trop m'en rendre compte puisque c'est le problème de cette maladie. Bah, c'est Précédemment, tu disais qu'il y avait dans les témoignages, tu as intégré des paragraphes ou des pages de ton sentiment, mais tu as aussi intégré, chose qui est aussi très originale dans ton livre, des illustrations de dessins que tu as Mmh. réalisés avec toi. Est-ce que c'était important pour toi de pouvoir verbaliser ces émotions par l'illustration, ou est-ce que le dessin est quelque chose qui était utile pour toi dans ce schéma en fait? Au début, j'avais juste pensé que je ferais peut-être, une petite fleur, un petit oiseau de temps en temps pour respirer quand les histoires seraient un peu dures et finalement, je me il y a 2 choses qui m'ont poussée à dessiner. La première, c'est que, hem, ces échanges étaient tellement beaux, denses et j'étais tellement touchée par la confiance que les gens me faisaient qu'en rentrant chez moi, j'avais une envie, débordante de leur rendre hommage ou qu'on voit, je sais pas, qu'on voit ce qu'on peut pas raconter avec des mots. Qu'on voit Pour, il y a quelque chose de l'hommage, comme on met la photo de quelqu'un qu'on aime, en fait, voilà. pour ceux qui nous écoutent en podcast, euh, sachez que sur la vidéo YouTube, on intégrera des capsules d'illustration pour que les gens se rendent compte de quoi on parle. Mmh. Donc s'ils veulent aller sur YouTube pour le voir, ce sera l'occasion. Euh, Donc il y a certains dessins qui sont tout petits, n'importe quoi, juste pour, respirer. D'autres dessins qui sont vraiment des hommages où ouais. j'avais envie de juste de dessiner le visage, juste la personne qui m'a parlé pour qu'elle ait un visage. Et puis à d'autres moments, c'était un autre besoin encore, c'était le fait de, sentir, que, que dans ces fameuses résonances, moi j'entendais que certaines choses, n'étaient dites qu'à moitié, que les mots suffisaient pas complètement à les dire et que c'est très difficile parce que c'est une maladie de perte de conscience et de perte de mémoire et qu'il y a plein de choses qu'on sait pas soi-même avoir vécues et c'est là que ça devenait vraiment très intéressant de pouvoir moi, voilà, être à l'écoute et sentir des trucs vibrer en moi. C'est que je me disais parfois: «Ah tiens, à tel moment du récit, j'ai vraiment besoin et envie de prendre 1, 2 heures, 3 heures, 3 jours parfois pour, je sais pas, là j'ai senti quelque chose, mais je sais pas ce que c'est et dessiner là, ça a été vraiment un exercice de laisser, je sais pas, retomber, certaines choses qui m'étaient confiées, leur donner vraiment les accueillir beaucoup plus dans un temps beaucoup plus long, beaucoup plus calme, dans le silence J'ai et voilà. une C'est peut-être le question lieu de la tendresse aussi ça. qui est un peu plus précise, un peu plus taquine. Est-ce que les personnes que tu as fait témoigner ou à qui tu as collecté les témoignages, quand tu as mis une illustration en face, est-ce que eux t'ont dit ah tu l'as mis celle-ci, oh je suis touché, ou autrement quels ont été les commentaires ou les retours par rapport à ça? Très compliqué pour moi parce Bah que je oui, me j'imagine, disais: oui. «C'est très c'est très perso, la façon dont on dessine, c'est vraiment moi qui m'exprime» et en même temps, je le faisais de manière contemplative. Je le faisais vraiment Ouais. en me laissant, voilà, des phrases d'une histoire, des moments d'une histoire de quelqu'un me tourner dans la tête comme un voilà, comme vraiment comme une contemplation, comme une méditation. Donc c'était à la fois beaucoup eux et beaucoup moi et c'est ce truc un peu bizarre et les gens ont toujours été contents et parfois c'est certainement pas ce qu'eux auraient dessiné s'ils Ouais. avaient dû dessiner. Juste, je pense qu'il y avait suffisamment de je redis le mot, tendresse encore, je crois qu'il y avait suffisamment de douceur dans ma démarche pour qu'ils apprécient la façon dont je les voyais ou dont Oui, je ou alors les ils se sont pas projetés par rapport à leur histoire, mais en se disant que c'est une construction d'un récit global. mmh Et donc, que le dessin n'était pas nécessairement lié à eux ou peut-être prendre une certaine distance, je sais pas, ça leur allait. c'est une question. Ça c En fait, je j'ai toujours demandé en tout cas leur avis et «Est-ce que ça te va ça?» et à chaque fois c'était: «Oui, c'est super comme ça». Sauf une fois, ça me donne l'occasion de le lire, merci pour la question. C'est Marie, qui va certainement écouter ça et que j'ai dessiné avec sa compagne et qui m'a dit, «Oh, j'ai un peu triste» et qui m'a envoyé des photos d'elles 2 Ouais, où elles sont plus beaucoup plus joyeuse. joyeuses
Et j'ai promis que quand je traduirai en allemand, j'ajouterai un dessin d'elle deux. Est-ce que tu vas le traduire en allemand? Oui. On m'a demandé de le faire et je peine beaucoup, mais je suis en train. C'est superbe, c'est superbe. Euh, j'ai une question que j'avais mis de côté volontairement et j'avais l'envie de le poser au début, mais je le pose un peu plus tard. Donc, pourquoi tout tombe? Pourquoi ce titre? Eh bien, ça c'est venu, c'était la première chose qui m'est venue, et puis ensuite j'ai cherché plein d'autres titres, et puis finalement j'y suis revenue parce que c'était Tout tombe, c'est le début d'un poème de Rilke Oui, que j'aime depuis très longtemps, qui s'appelle Automne et qui parle de l'automne, et bien sûr, comme c'est Rilke, ça parle aussi de la mort, oui. euh, sans le dire, ça dit juste que tout tombe. Et très bizarrement, depuis le tout début, depuis la première fois où j'ai lu ce poème, euh, ça m'a toujours parlé de l'épilepsie. Et voilà, tout tombe. Il parle de jardin qui se fanent, il parle de la terre qui tombe Mhm. dans la solitude des nuits, mais il finit en disant que quelqu'un, une main, quelque chose recueille Ouais. ceux qui tombent avec une infinie tendresse. Et c'est à la fois cette chute, les épileptiques, pendant longtemps, on les a appelés, une des dénominations qui ont le droit d'avoir, c'était la maladie, la falling sickness, les gens qui tombent. Donc ça me paraissait pertinent aussi, ces chutes, qui peuvent être celles de l'absence ou des convulsions. Mais moi, ça m'évoquait aussi le fait de tomber dans l'oubli, parce que c'est de l'oubli aussi que je voulais sortir ces histoires, de ce silence. Euh, et pour ce qui est de mon frère, ça va jusqu'à tomber, c'est vraiment pour moi aussi une image de la mort. Tu pars de Pour lui, Rilke il est tombé au front. Mais le fait que ça se termine dans cette évocation d'une tendresse, ça change tout, parce que tomber en soi, est-ce que est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est c'est peut-être pour mieux se relever, souvent. Et, tu parles de Rilke, mais donc ça me fait le lien avec la littérature en général. Donc en fait, parce que ça c'est une œuvre littéraire, puisque c'est de l'écrit partagé. euh, en quoi, alors je vais ramener à Ebrenway, en quoi l'art en général, que ce soit la peinture, parce que là tu illustres, l'écrit, la musique et les autres arts peuvent avoir une utilité en fait chez le patient. Comment tu le vois? Un peu avant l'émission, on parlait de TP, on faisait des références à l'ETP et en quoi l'art peut avoir être un outil en fait pour les patients. euh, d'abord, bon, je suis bien d'accord avec Dostoïevski que la beauté sauverait le monde, hein. Ça, on n'est pas obligé d'y croire, mais chez moi, c'est assez obsessionnel. Oui. Euh, J'ai l'impression, pour répondre, peut-être je reviens à cette première question que je m'étais posée, comment on fait pour que les gens veuillent bien écouter des choses, y Ouais. compris dures, qu'on cesse d'avoir peur. En fait, le problème, c'est que quand on a peur que ce soit trop dur, soit on n'écoute pas du tout, on est dans l'évitement, soit on écoute, mais on a envie de proposer une réponse, une solution, d'avoir une grille de lecture qui, voilà, après ce sera clos, on aura Ouais. répondu, on aura réglé ce problème. Le problème avec l'épilepsie, c'est qu'on est loin d'avoir réglé, et que moi, c'est aussi ça qui m'intéresse, parce qu'en fait, il me semble que dans la vie, c'est un commun humain. En fait, on est loin d'avoir réglé beaucoup d'autres choses. Et je trouve ça très important de supporter ça, en fait. Supporter qu'on puisse écouter alors qu'on n'a pas les réponses, qu'on va pas clore le sujet avec voilà, une solution. Et pour moi, l'art, c'est cette fenêtre-là qu'il laisse aussi. C'est le C'est partage. ouvert, c'est partagé, et voilà, c'est des représentations, c'est des images, ça marque, et ça permet aussi d'exprimer, y compris ce qu'on n'est pas capable d'expliquer en entier. Euh, voilà. Et puis il y a toujours cette question aussi euh, ben, de la douceur. C'est pas toujours doux l'art, bien sûr. Ah ben non, Mais il y a quand même cette recherche de beauté, et parfois, vraiment devant les choses les plus dures de la vie, il me semble que moi, parfois, je sais pas quoi dire, je sais pas, tu as perdu un enfant et je sais pas quoi dire. mais La en seule fait, chose que moi j'arrive à dire, c'est: je dis «Je souvent souhaite de que la beauté par-dessus». Voilà. l'art est subjectif, mais il permet de partager quelque chose
qu'on n'arrivait pas à exprimer autrement qu'avec une situation artistique, quelle qu'elle soit, hein, Mmh. et on se rend compte que beaucoup de personnes qui souffrent d'épilepsie, hem, l'art permet d'exprimer ce qu'elles n'arrivent plus à exprimer ou à verbaliser, Mmh. et c'est des fois un premier chemin, en fait, c'est tous les clés de l'art-thérapie, hein, en général, mais c'est un chemin qui permet aussi de rentrer en contact et en évolution pour, le regard sur sa maladie, et on le voit beaucoup chez beaucoup de patients parce que, pour en avoir beaucoup côtoyé, la plus grande difficulté, c'est de se regarder soi-même avec sa maladie, d'accepter sa maladie, et qui est un chemin excessivement compliqué, Mmh. parce que cet esprit de rupture dont tu parlais tout à l'heure, la déconnexion, et le fait de ne pas voir ce qu'on fait comme crise, c'est parce que l'épileptique, lui, sait pas qu'il fait la crise, il se rend pas compte. Mmh. Ben, c'est aussi un peu typique dans cette maladie, on ne sait pas comment on était à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, et la peur du regard des autres influe en fait dans ces éléments-là, et l'art peut peut-être aider à verbaliser et à créer. Par rapport au livre, est-ce que tu avais d'autres choses qu'on n'a pas abordées, que tu voudrais qu'on reparle ou qu'on approfondisse, ou tu Il y avais a envie de partager? Oui, il y a des trucs qui me paraît enfin, qui est très important pour moi, c'était aussi, et que j'ai pas évoqué, c'était aussi moi je suis une personne en colère depuis petite, Ouais, voilà, puisqu'on m'a beaucoup parlé de justice, puisqu'on m'a beaucoup parlé d'idéal et que la vie, voilà, ne ressemblait pas beaucoup à ce que j'espérais, que malheureusement, j'ai ouais. été élevée par des gens qui avaient une grande exigence morale et que, bah, ça n'a pas nourri que ma colère, mais ça a aussi nourri ma colère et et voilà et c pour moi, c'est aussi une histoire politique. Donc c'est pas un livre politique, c'est pas un livre dans lequel je développe des théories politiques. Bien sûr, ouais. Mais tout ça pour moi, c'est vraiment une histoire politique. D'abord parce que tout est politique, mais voilà, c'est les beaucoup des souffrances, que les gens racontent. Ils racontent pas que des souffrances, mais voilà et beaucoup des choses passionnantes que j'ai découvertes, elles ont vraiment une dimension politique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce serait un monde dans lequel ces paroles-là, c'est ce savoir-là que ces gens ont développé, il serait partagé, il serait, considéré à sa juste valeur. Qu'est-ce qu'elle notre société accorde comme valeur à la fragilité, à la vulnérabilité? Voilà, je vais pas parler trop longtemps de ça, mais pour moi ça, c'est une urgence, politique majeure. Voilà, c'est une priorité en fait, dans la réflexion sur ce qu'on veut avoir comme monde et je voilà, c'était vraiment aussi quelque chose qui m'a poussée à écrire, voilà. De me dire: «J'ai envie que des gens lisent ce livre et peut-être changent leur représentation de ce que c'est qu'un corps malade, qu'est-ce qui veut dire fragile ou fort, que peut-être on change de catégorie ou qu'en tout cas, on comprenne qu'elles sont bien complexes». Et ouais, et puis un petit peu comme un manifeste en disant: «Vous voyez la situation et comment on fait, quoi?» Voilà. Un grand questionnement. Donc ça appelle à peut-être à une suite C'est de pour ça qu'entre les histoires, quand je raconte ce que je ressens en écoutant les personnes, c'est aussi parfois vraiment, heu des réflexions plus que des émotions où j'essaye aussi de remettre un peu du contexte de la réflexion sociale et du contexte historique un peu parce mais que ça me paraît important de rattacher ça à ça, qu'on comprenne que ça concerne tout le monde. Il y a en fait, ce qui me rendrait le plus triste, je crois, ce serait que ce livre soit lu que par des personnes directement concernées. C'est ce qui se passe beaucoup dans le champ du handicap malheureusement, ouais, et c'est ce qui fait qu'on tourne en rond aussi. Non, ça concerne vraiment absolument tout le monde je reprends. et La ouais. façon Et que vous l'avez constitué et qui s'inscrit, aujourd'hui, comme acte littéraire, en fait, j'imagine qu'il peut y avoir une suite. J'aimerais assez qu'il y en ait une. Il pourrait y en avoir de plusieurs sortes. Voilà, en tout cas, j'ai adoré, et l'écrire et j'aimerais beaucoup revivre, enfin réutiliser, c'est moche de dire ça comme ça, mais, un peu cette démarche Mmh. et je pense qui était surtout celle, voilà, de faire entendre des paroles qui sont silenciées beaucoup et je pense que ça, c'est une catégorie très, 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 très large et j'aimerais à nouveau, voilà, partir, écouter et découvrir des gens, qu'on n'entend pas souvent. Ouais. Ça peut être dans le champ de la maladie,
mais pas forcément. Je pense qu'il y en a plein partout. Oui, oui, Voilà. oui, bien sûr. Des enfants qui ont des trous dans leur histoire, des gens qu'on considère mal, qui sont, voilà, j'en sais rien, en prison, en psychiatrie, Oui, oui, je vois, ouais. et un peu partout. Donc, je me Un suis peu là. sentie à l'aise dans ma posture pour écrire dans une posture de porte-voix. Voilà. Mhm. Et c'est ça que ça m'a appris sur moi aussi, c'est que ça, c'était peut-être là ma posture. Donc, on a une réponse à la question que j'avais posée tout à l'heure sur qu'avait apporté le livre. Oui, ça vraiment. Je me Mhm. suis sentie à ma place, que je cherchais depuis longtemps. Construire quelque chose pour pouvoir le partager. Oui, que j'avais. Mon métier m'a appris à écouter, et voilà, et je savais pas quoi faire de tout ce que je sais faire et de ce que j'avais vécu, et là, tout a servi. Bon. Euh, Vous avez répondu un peu à la question sur à qui on pourrait recommander votre livre. Mais au final, on pourrait le recommander à tout le monde, justement, pas nécessairement des gens qui sont touchés par l'épilepsie, mais de le Oui. partager. Oui, oui, c'était mon idée bizarre. C'est le caractère hybride de ce livre, mais je pense que c'est aussi sa qualité. C'est que j'avais à la fois envie d'écrire pour les médecins la personne qui me demande de traduire en allemand, c'est une épileptologue et psychiatre qui est très intéressée par ces histoires parce qu'elle aide à mieux comprendre Ouais, ce que ces patients vivent au-delà du cabinet de consultation. Mais c'est aussi le livre qui a manqué à mon frère et qui lui aurait fait du bien quand il se sentait complètement incompris. Et voilà, donc je pense qu'il peut aussi vraiment servir à des gens directement concernés. Et puis, euh, et puis dans les retours que j'ai eus ou dans les envies, il y a eu beaucoup aussi l'idée de j'ai un de mes témoins là qui m'a dit, ah ben je l'ai fait lire à ma grand-mère, j'ai fait lire à ma cousine parce que comme ça, ils vont mieux me comprendre, ou je vais l'offrir à c'est mon ça. prof parce que C'est ce qu'on se rend compte, en fait. voilà. Et je me dis, c'est vraiment et en fait, les premières personnes à l'avoir lu, c'est des gens qui l'ont lu par amitié et pas encore des Ouais. gens parce donc qui n'avaient pas d'intérêt particulier pour le sujet, et ils ont été très, très touchés et très contents d'apprendre plein de choses, et touchés par la beauté des personnes là qu'ils rencontrent, et voilà, ça m'a bien plu, Donc, ça. les personnes à qui on pourrait recommander, c'est les personnes qui sont touchées directement ou indirectement par l'épilepsie, d'aller l'offrir Et s'en à servir des peut-être gens, pour, que voient l'épilepsie de manière très loin mmh, et qui viennent à comprendre ce qui se passe mmh. pour ses proches. Donc il faut le partager. Voilà, c'est le fondement de tout ça. On peut le trouver où? Dans n'importe quelle librairie, Oui, voilà. On peut aussi le commander sur le site de Book on Demand, ouais, mais il y a des frais de port un peu importants. Donc oui, c'est on peut bien d'aller en librairie. Ça permet oui, aussi puis que les libraires entendent parler du livre, pourquoi pas, oui, puis il faut me faire tant qu'à travailler les faire. libraires de quartier. Je pense Pour que c'est idéal. Elisabeth, merci. Est-ce que tu voudrais partager un dernier mot, un dernier sentiment? Euh, je voudrais remercier voilà, et, tous les gens qui m'ont confié leur histoire. C'était un ouais, cadeau incroyable, inestimable. Voilà. bah écoutez, à très bientôt sur Brunway. Merci Elisabeth. Merci. Nous, on se retrouve pour d'autres émissions et d'autres événements très bientôt sur Brainway. Merci. Merci.